J'étais assise sur cette chaise, le bois froid sous mes mains moites, dans le bureau de Julien. L'air empestait le cigare et ce vieux cuir coûteux, un mélange qui vous serrait la gorge. Dehors, la pluie battait contre des fenêtres massives de la villa à Neuilly-sur-Seine. Comment j'en étais arrivé là? Moi, Mary Jenkins, de la banlieue parisienne, serveuse au lys doré, à me faire interroger par un homme dont le regard pouvait vous geler le sang. Il était là, de l'autre côté du bureau, ses yeux sombres rivés sur moi, et Marcel, son bras droit, se tenait silencieusement dans le coin, aussi menaçant qu'une statue de bronze. J'avais l'impression d'être une bête piégée, et pourtant, il y a quelques semaines à peine, je n'étais qu'une ombre dans le décor. Tout avait commencé, si je me souviens bien, un mardi soir. Ou peut-être un mercredi. Les jours se confondaient, ma vie était un cycle sans fin de travail, de soucis pour mon frère Pierre et de dettes. J'étais épuisé, c'est le mot. Mes chaussures avaient des trous, et chaque centime que je gagnais passait à la clinique de la rue de la Pompe, la seule à ne pas traiter Pierre comme un criminel. Pierre, mon petit frère, perdu dans ses addictions. Je portais un sac de soucis invisibles et un sac de survie bien réel dans mon casier au restaurant. De l'argent de côte, une tenue de rechange et toujours 2 doses de Narcan, au cas où. C'était ça ma réalité. Le Lys doré, ce n'était pas juste un restaurant. C'était une scène. Un théâtre où la richesse jouait sa partition et où la dignité était le prix d'entrée. Ce soir-là, Gérard, le gérant au visage de furet, m'avait bousculé. « Table 4, de l'eau! Et vite, Marie! » Je n'avais pas eu le temps de répondre. J'avais simplement hoché la tête, mon épaule me lançant un peu, souvenir d'une rencontre malheureuse avec une table basse ce matin-là. Et puis, à 20h15, l'atmosphère avait basculé. Ce n'était pas un bruit, c'était un silence. L'air avait été aspiré, littéralement, quand les lourdes portes en chêne s'étaient ouvertes. Julien Moretti était entré. Pas besoin de lire les tabloïds pour savoir qui c'était. Son costume, je ne pourrais même pas estimer le prix épousait des épaules larges qui semblaient porter le poids de la ville. Ses yeux noirs et vides scrutaient la salle avant même qu'il ne fasse un pas. Le chef de la famille Moretti, un nom murmuré avec terreur du 93 au Beau-Quartier. Mais ce soir-là, il n'était pas seulement le patron. Il était un peintre. À ses côtés, 2 petites silhouettes, des jumeaux, pas plus de 4 ans, Sophie et Léo, habillés comme des poupées, elle dans une robe de velours, lui dans un mini blazer. Leurs petits visages respiraient la pure. Pas de leur père, non, mais du monde entier. Table d'angle, avait ordonné Julien, sa voix baisse, comme du gravier sous une botte. 4 gardes du corps, des montagnes de muscles, s'étaient déployés, sécurisant chaque recoin, chaque client, chaque ombre. Un frisson m'avait parcouru l'échine. J'avais essayé de me faire invisible, mais Gérard m'avait poussé. « Table des Moretti, tu t'en occupes. Tu ne parles que si on te parle. Tu ne le regardes pas dans les yeux. Et pour l'amour de Dieu, ne renverse rien. » J'avais ravalé ma salive, mes mains tremblant légèrement en m'approchant de leur table. « Eau pétillante », avait dit Julien sans lever les yeux. Il était absorbé à couper le steak de ses enfants en morceaux microscopiques et sûrs. C'était une action d'une tendresse surprenante, si on considérait la froideur de son regard. « Et 2 jus de pomme. Je veux entendre le seau craquer. »« Oui, monsieur, » avais-je murmuré. Je les avais observés. Sophie avec ses grands yeux humides, Léo serrant sa fourchette comme une arme. Trop silencieux pour des enfants. « Mangez, » avait dit Julien doucement. « C'est sans danger. » Les gardes surveillaient le personnel de cuisine comme des faucons. Julien ne faisait confiance à personne. Il avait goûté la nourriture d'abord, attendant 2 minutes avant de laisser ses enfants y toucher. La paranoïa, c'était le prix du pouvoir. Je m'étais éclipsé, regardant de l'ombre. Je reconnaissais ce regard dans les yeux de Julien. C'était le même que je voyais dans le miroir chaque jour. L'épuisement d'être la seule à se tenir entre un être cher et le désastre. Les jumeaux mangeaient lentement.
J'étais occupé à remplir un verre de vin à une table voisine, le dos tourné au Moretti. C'est à ce moment-là que j'avais entendu le son. Pas un cri, quelque chose de plus doux, un râle humide, suffocant, puis le tintement des couverts tombant sur la porcelaine fine. Je m'étais retourné. Léo serrait sa gorge. Ses yeux étaient exorbités, grands orbes de panique. À côté de lui, Sophie était devenue rigide, ses petites mains griffant la nappe. Léo, Sophie! La voix de Julien avait claqué comme un fouet. Il s'était levé si vite que sa chaise avait volé en arrière, s'écrasant contre le mur. Tout le restaurant était tombé dans un silence de mort. Il s'étouffe, avait hurlé Julien, saisissant Léo. Il avait tourné le garçon, ses mains massives tentant une manœuvre de Heimlich sur ce petit corps, mais il était trop fort, trop paniqué. Il secouait le garçon plutôt qu'il ne l'aidait. « Patron, reculez !» avait crié Marcel. « Faites quelque chose !» avait rugi Julien, sa façade brisée. « Aidez-les !» Mais les jumeaux ne toussaient pas. Aucun son ne sortait. J'avais fait un pas en avant, plissant les yeux. J'avais déjà vu des gens s'étouffer. Ça ne ressemblait pas à ça. Léo ne devenait pas seulement rouge. Une terrifiante pâleur grise-bleue se répandait de ses lèvres à ses joues avec une vitesse anormale. Julien frappait le dos de son fils. Rien ne se délogeait. Sophie s'était affaissée sur sa purée, son corps devenant mou. « Appelez le 18 !» avait hurlé quelqu'un. « Pas le temps !» avait crié Julien. Il regardait ses enfants mourir, la terreur déchirant son masque stoïque. L'homme le plus puissant de Paris était impuissant. Les gardes du corps, pistolets au poing, visaient le vide, impuissants face à un ennemi invisible. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Je reconnaissais les signes. Les pupilles en tête d'épingle, les poitrines rigides, l'apparition soudaine de la cyanose, cette couleur bleue. Ce n'était pas de la nourriture. Ce n'était pas une allergie. C'était une surdose. Comment? Mon esprit s'emballait. Le jus, l'eau, peu importe, nous n'avions que des secondes. J'avais laissé tomber mon plateau. Le bruit du verre brisé avait rompu le sort. J'avais couru. Reculé. Le cri venait de Marcel, le chef de la sécurité. Il pointait un pistolet de 9 mm et directement sur mon visage alors que je sprintais vers la table. Je ne m'étais pas arrêté. La plupart des gens, face à une arme, se figent. C'est un instinct primitif. Mais Murray Jenkins avait passé les 3 dernières années à sortir son frère des endroits les plus sordides, à enjamber des seringues et à affronter des dealers qui menaçaient de lui trancher la gorge pour 20 €. L'épuisement pur de la survie m'avait vacciné contre la peur. « J'ai dit reculer !» avait rugi Marcel, son doigt se serrant sur la gâchette. « Ils ne s'étouffent pas, idiot !» avais-je crié, ma voix rauque et gutturale. « Ils sont en surdose. Regardez leurs yeux. » Je n'avais pas attendu la permission. Je n'avais pas regardé Julien. J'avais plongé sous le canon du pistolet de Marcel, glissant sur mes genoux sur le sol lustré jusqu'à mon sac, que j'avais caché plus tôt derrière la station de service, en contravention avec le protocole. « Tireur !» avait crié un autre garde. « Attendez !» La voix de Julien avait traversé le chaos. Il tenait le corps mou de Léo, regardant les lèvres bleues du garçon. Il m'avait regardé. Il avait vu le désespoir dans mes mouvements. « Attendez !» J'avais arraché la fermeture éclair de mon sac fourre-tout. Mes mains, d'habitude stables, tremblaient, mais ma mémoire musculaire avait pris le relais. J'avais repoussé mon tablier, mon abonnement de bus et saisi la petite boîte orange. Narcan, naloxone. J'étais revenu vers les jumeaux. Marcel s'était mis en travers de mon chemin, un mur de muscles. « Poussez-vous ou je jure devant Dieu que je vous tue moi-même » avais-je grogné au garde du corps. Je ne ressemblais plus à une serveuse. Je ressemblais à une lionne, dit-il. Je l'avais bousculé. Il m'avait laissé passer, abasourdi par ma férocité. J'avais atteint Sophie la première. La petite fille était presque partie. Sa respiration était faible, à peine un murmure. J'avais déchiré l'emballage avec mes dents, saisi le spray nasal,
penché la tête de Sophie en arrière et enfoncé l'embout dans la petite narine de l'enfant. Clic! J'avais enfoncé le piston. « Qu'avez-vous fait? » avait hurlé Julien, saisissant mon bras avec une poigne qui menaçait de me briser les os. « Qu'est-ce que vous lui avez donné? »« Lâchez-moi » avais-je crié en retour, le regardant droit dans les yeux. « C'est du Narcan. Ils ont été empoisonnés aux opioïdes, probablement du fentanyl. Si vous ne me laissez pas faire le garçon, il est mort dans 30 secondes. » Julien m'avait fixé. Le mot fentanyl l'avait frappé comme un coup physique. Il avait regardé l'appareil orange dans ma main. Il avait regardé son fils, dont le visage était maintenant de la couleur d'un hématome. Il avait relâché mon bras. « Faites-le. » Je n'avais pas perdu de temps, j'avais saisi ma deuxième dose. J'en portais toujours 2. Pierre en avait toujours eu besoin de 2. Je m'étais tourné vers Léo. Il était plus lourd, sa mâchoire serrée. J'avais pincé son nez, forcé l'angle et administré le spray. Puis le silence. Le restaurant était une tombe. Les convives se recroquevillaient sous les tables. Le personnel était blotti dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Je m'étais assis sur mes talons, haletante. Mes genoux saignaient à travers mes bas là où j'avais glissé. J'avais regardé ma montre. 1 minute, 2 minutes. Avais-je murmuré, les larmes me piquant les yeux. Mon petit, respire. Julien était à côté de moi, sa main sur la poitrine de Léo. Il tremblait. Le terrifiant parrain de la mafia tremblait. Soudain, Sophie avait haleté. C'était un horrible son de suffocation, comme un seau sous vide qui se brise. Son petit corps avait convulsé et elle avait commencé à pleurer. Un cri perçant, magnifique. « Sophie !» Julien s'était jeté sur elle, la serrant contre sa poitrine. Quelques secondes plus tard, les yeux de Léo s'étaient ouverts. Il avait toussé violemment, vomissant le steak coûteux sur le sol, aspirant l'air comme un homme qui se noie et refait surface. « Oh, Dieu merci !» avais-je sangloté, mon adrénaline s'effondrant. Je m'étais effondré contre la banquette, me cachant le visage dans les mains. Julien tenait ses 2 enfants en pleurs, enfouissant son visage dans leurs cheveux. Il les berçait d'avant en arrière, murmurant des prières italiennes mêlées de jurons. Les gardes du corps avaient baissé leurs armes, se regardant avec confusion et honte. Ils avaient été prêts à tirer sur la seule personne qui savait comment sauver la vie du patron. Après un long moment, les pleurs s'étaient transformés en petits sanglots. Julien avait embrassé le front de Léo, puis de Sophie. Il avait lentement levé la tête, ses yeux avaient trouvé les miens. J'étais toujours au sol, essayant de retrouver mon calme. J'avais essuyé mes mains sur mon tablier. La peur soudaine remplaçait l'adrénaline. Je venais de crier sur Julien Moretti. J'avais touché ses enfants. J'avais des drogues dans mon sac dans un restaurant de luxe. Julien s'était levé. Il semblait plus grand maintenant, si c'était possible. La vulnérabilité avait disparu, remplacée par une fureur froide et calculatrice, encore plus effrayante. Il avait remis les enfants à Marcel qui les tenait délicatement. Julien s'était dirigé vers moi. Il me dominait. J'avais tressailli, m'attendant à un coup, à être renvoyé, à être réduite au silence. Au lieu de cela, Julien avait tendu la main. Sa paume était calleuse, rugueuse et ferme. « Levez-vous » avait-il dit. Ce n'était pas une demande. J'avais pris sa main. Il m'avait tiré sur mes pieds sans effort. Il ne m'avait pas lâché tout de suite. Il avait regardé mon visage, étudiant mes traits, ma peur, mon uniforme bon marché, mes yeux intelligents. « Vous portez du Narcan dans votre sac » avait-il déclaré. « Mon frère » avais-je réussi à articuler. « Il est malade. Je dois être prête. » Julien avait hoché la tête lentement. Il avait regardé les fioles orange vides sur le sol. Puis il avait regardé les verres de jus de pomme intacts sur la table. « Marcel » avait dit Julien, sa voix terrifiante de calme. « Sécurisez cette tétane. Personne ne saute, personne ne touche la nourriture. Je veux le personnel de cuisine aligné dans l'allée arrière, tout de suite. » « Oui, patron. » Julien s'était tourné vers moi. « Vous les avez sauvés. Quand mes hommes, des hommes que je paye des millions pour me protéger, sont restés là comme des statues.
Vous avez agi. Je connaissais les signes, avais-je bégayé. Vous avez risqué votre vie. Marcel vous aurait tiré dessus. Je sais. Julien avait fouillé dans la poche de sa veste. J'avais pensé qu'il allait chercher un portefeuille, peut-être pour me donner un pourboire et me renvoyer. Au lieu de cela, il avait sorti une carte noire avec un emblème doré en relief. Pas de numéro, juste un numéro de téléphone. « Quel est votre nom » avait-il demandé. « Marie Jenkins. »« Marie Jenkins » avait-il répété, testant le nom sur sa langue. « Vous avez fini ici. Vous ne travaillez plus pour ce restaurant. » Mon estomac s'était serré. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai besoin de ce travail. Mon frère, vous ne travaillez pas ici, » m'avait interrompu Julien, s'approchant, envahissant mon espace personnel, jusqu'à ce que je ne sente plus que son coûteux parfum et la poudre à canon. Parce que vous travaillez pour moi maintenant. Quoi? Mes enfants ont besoin d'une ombre, quelqu'un qui voit ce que les autres manquent, quelqu'un qui ne se fige pas. Il avait pressé la carte dans ma main. Faites vos bagages, mademoiselle Jenkins. J'aurai une voiture à votre appartement à Saint-Denis à 8 heures. Ne soyez pas en retard. Il n'avait pas demandé où j'habitais. Il savait déjà. Julien s'était retourné et était parti, ramassant ses enfants, me laissant debout au milieu des décombres du service, serrant la carte noire, ignorant que je venais de signer un contrat avec le diable. Mais comme j'allais vite l'apprendre, le diable était le seul à pouvoir me garder en sécurité. Le soleil matinal sur Saint-Denis ne brillait pas. Il aveuglait. Il mettait en évidence la crasse sur ma fenêtre et les fissures au plafond de mon appartement au 4e étage sans ascenseur. Je faisais mes valises, ce n'était pas difficile. Je ne possédais pas grand-chose. « Tu pars ?» La voix venait de l'embrasure de la porte. C'était Pierre. Il avait l'air terrible. Peau grise, yeux creux, se grattant le bras. Il n'avait que 22 ans, mais il en paraissait 40. « J'ai trouvé un travail, Pierrot, » avais-je dit en pliant mon seul bon Jean. « Un poste de nounou, logé nourri, ça paie beaucoup. Assez pour t'envoyer dans cette clinique privée en Suisse, celle avec les chevaux. » Pierre avait ri, un son amer et sec. « Oui, c'est ça. Quel genre de travail paye ça? Tu te vends, Marie? » « Je suis nounou, avais-je claqué en fermant la valise. Je m'étais approché et lui avais saisi doucement le visage. « Je fais ça pour nous. Il y a de l'argent sur le comptoir pour la nourriture. N'achète pas de cochonneries. Si je reviens et que je trouve des seringues, c'est fini. Tu m'entends? » Pierre avait écarté ma main, la honte colorant ses joues. « Va-t'en juste. » À 8 heures précises, l'immeuble avait tremblé. Ce n'était pas un tremblement de terre. C'était le grondement au ralenti d'un moteur V12. J'avais regardé par la fenêtre. Un Cadillac Escalade noir, blindé et aux vitres teintées, était garé en double fil, bloquant toute la rue. 2 hommes en costume se tenaient près des portes. Les voisins regardaient par derrière leurs rideaux, terrifiés. J'avais descendu les escaliers, serrant mon sac. Les voisins s'étaient écartés comme la mer Rouge. Ils savaient à qui appartenaient ces voitures. L'un des hommes, un géant avec une cicatrice traversant son sourcil, avait pris mon sac. « Mademoiselle Jenkins, le patron vous attend. » Le trajet jusqu'à Neuilly-sur-Seine avait pris 1 heure, mais j'avais eu l'impression de voyager sur une autre planète. Nous avions traversé des portails en fer massif qui semblaient assez solides pour arrêter un char. Le domaine Moretti n'était pas une maison, c'était une forteresse, des murs hauts, des caméras tous les 3 mètres et des gardes patrouillant avec des bergers allemands. La voiture s'était arrêtée devant un vaste manoir en pierre calcaire. La porte d'entrée s'était ouverte et Julien Moretti était sorti. Il n'était pas en costume aujourd'hui. Il portait un jean sombre et un t-shirt noir qui épousait sa poitrine. Il ressemblait moins à un PDG et plus à un soldat. « Vous êtes à l'heure, » avait-il dit, m'ouvrant la portière lui-même. « J'ai besoin de l'argent, » avais-je dit sans détour en sortant, « pour mon frère. » Julien m'avait étudié.
L'honnêteté, j'aime ça. Venez. Il m'avait guidé à travers la maison. C'était froid, muséal. De magnifiques œuvres d'art étaient accrochées au mur. Mais il n'y avait pas de photos de famille, pas de jouets au sol. C'était vide. Le personnel a été vérifié, avait dit Julien en marchant. Mais je ne leur fais pas confiance, je ne fais confiance à personne. C'est pour ça que vous êtes ici. Parce que je porte du narcan, avais-je demandé. Parce que vous agissez, avait corrigé Julien. Il s'était arrêté devant une lourde porte en bois. Les jumeaux sont là-dedans. Leur mère est morte il y a 2 ans. Une voiture piégée. Elle m'était destinée. Un frisson m'avait parcouru. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé, soyez vigilante. Julien avait ouvert la porte. La salle de jeu était immense, remplie de tous les jouets imaginables. Mais Léo et Sophie étaient assis tranquillement au centre de la pièce, jouant avec un simple jeu de blocs. Ils avaient levé les yeux, la peur clignotant dans leurs yeux, jusqu'à ce qu'ils me voient. La dame du jus avait gazouillé Léo. C'était la première fois que je l'entendais parler. Mon cœur avait fondu un peu. « Salut Léo, salut Sophie. » Je m'étais agenouillé. Julien s'était appuyé contre l'encadrement de la porte, croisant les bras. « Votre travail est simple, Marie. Vous les surveillez. Vous mangez ce qu'ils mangent. Vous dormez dans la chambre qui communique avec la leur. S'ils vont au parc, vous y allez. S'ils vont aux toilettes, vous vous tenez devant la porte. Vous n'êtes pas une servante. Vous êtes leur bouclier. » Et s'il se passe quelque chose, avais-je demandé, levant les yeux vers lui. Les yeux de Julien s'étaient assombris. Il avait tendu la main derrière son dos et en avait sorti un petit objet élégant. C'était un taser, de qualité militaire. « Alors vous vous assurez que la menace ne s'en va pas, avait-il dit. Bienvenue dans sa famille. » 3 semaines avaient passé. La villa était une cage dorée, mais je commençais à trouver un rythme. J'avais appris que Sophie faisait des cauchemars de feu et que Léo était allergique aux fraises. J'avais appris que Julien Moretti dormait rarement. Tard le soir, quand je me levais pour boire de l'eau, je voyais la lumière sous la porte de son bureau. Parfois, je l'entendais crier. Parfois, j'entendais le bruit sourd de quelque chose de lourd frappant quelque chose de mou. J'avais appris à retourner rapidement dans ma chambre pendant ces moments, mais la tension montait dans la maison. Julien était à la chasse. L'empoisonnement au restaurant n'avait pas été un accident. Et il n'avait pas été aléatoire. Un mardi pluvieux. Où était-ce un autre jour? Ma mémoire est un peu floue sur les dates exactes. Tout s'est enchaîné si vite. Julien m'avait convoqué dans son bureau. La pièce sentait fort le cigare et le vieux cuir. Julien était assis derrière un bureau massif en acajou, sa cravate desserrée. Il avait l'air épuisé. Marcel, le chef de la sécurité, se tenait dans le coin, l'air sombre. « Asseyez-vous » avait commandé Julien. Je m'étais assise. « Est-ce que tout va bien avec les enfants? »« Ils dorment, ils vont bien » avait dit Julien. Il avait fait glisser un dossier sur le bureau. « Ouvrez-le. » J'avais ouvert le dossier. À l'intérieur, des photos d'un entrepôt, de corps et de caisses de bouteilles. « Nous avons trouvé la source » avait dit Julien, sa voix vide d'émotion. Le jus de pomme, il a été intercepté au centre de distribution. Quelqu'un a injecté les bouteilles avec un opioïde synthétique concentré. Une mort liquide. Ils ont rescellé les bouchons avec une machine qui correspond parfaitement aux spécifications de l'usine. J'avais eu le cœur soulevé. Qui ferait ça à des enfants? Ce n'était pas une question d'enfant, avait grommelé Marcel depuis le coin. C'était un message. Il voulait que le patron les regarde mourir. Qui, avais-je demandé. Le cartel Salazar, avait dit Julien. Ils veulent de mon territoire dans le Poing. Ils pensaient que tuer mes héritiers me briserait. Il s'était levé et avait fait le tour du bureau, s'appuyant sur le bord, à quelques centimètres de moi. Mais voici le problème, Marie. Le centre de distribution est sécurisé. Mes hommes le gardent. La seule façon pour que quelqu'un sache quelle livraison allait au lys doré est si quelqu'un le leur a dit. Mon souffle s'était coupé. Vous pensez que c'est une combine interne? Je sais que ça l'est.
avait dit Julien doucement, diplomatiquement. Ses yeux perçaient les miens. J'ai 50 hommes sur ma liste de paie. 3 femmes de ménage, 2 chefs. Et vous? Moi? Je m'étais levé, offensé. J'ai sauvé leur vie. Ou peut-être que vous étiez de l'équipe de nettoyage, avait dit Julien, jouant l'avocat du diable. Peut-être que vous les avez sauvés pour gagner ma confiance, pour entrer dans ma maison. C'est insensé, avais-je craché. J'étais serveuse. J'ai un frère accro et 400 € sur mon compte en banque. Julien m'avait regardé pendant un silence long et angoissant. Il me lisait, cherchant un tressaillement, une goutte de sueur, un mensonge. Puis la tension s'était brisée. Il avait soupiré et s'était frotté les tempes. Je sais, j'ai vérifié votre passé. Vous êtes propre. Vous êtes les seules personnes dans cette maison que je sais propre parce que vous n'étiez pas là quand le plan a été élaboré. Il avait tendu la main et, étonnamment, avait touché mon menton. Son pouce avait effleuré un hématome pâlissant sur ma pommette. « Qui a fait ça ?» avait-il demandé, sa voix passant soudainement de l'interrogateur au protecteur. Je m'étais reculé. « Ce n'est rien. Je me suis cogné à une porte. »« Menteuse » avait murmuré Julien. C'était le frère, l'accro. Il ne l'a pas fait exprès, avais-je défendu instinctivement. Il était sous influence. Il avait besoin d'argent. La mâchoire de Julien s'était contractée. S'il vous touche encore, je lui briserai les mains. Ne le touchez pas, avais-je averti, mon instinct protecteur s'enflammant. Il est malade. C'est tout ce que j'ai. Non, avait dit Julien, s'approchant, sa grande silhouette éclipsant la lumière. Il n'est pas tout ce que vous avez, plus maintenant. L'air entre nous crépitait. C'était dangereux. C'était non professionnel. Un instant, j'avais pensé qu'il allait m'embrasser. C'est dingue, non? Je veux dire, j'étais là, une simple serveuse de Saint-Denis, face au type le plus puissant de Paris, et le fait que mon frère m'ait refilé un œil au beurre noir déclenche une sorte d'étincelle ou d'électricité. Je ne savais plus si c'était de la peur, de l'attirance, ou juste le choc de l'instant. C'est le genre de choses qu'on voit dans les films. Mais dans la vraie vie, avec l'odeur de cigare, la violence latente dans l'air, c'était juste réel, trop réel. Et honnêtement, j'étais tellement fatigué d'être forte toute seule que cette proposition inattendue, cette promesse de protection, même venant de lui, me troublait au plus haut point. Est-ce que c'était juste un autre piège? Une nouvelle forme de dépendance? Qui sait? La vie est rarement simple, surtout quand on est Mary Jenkins. Bref, retour à notre histoire. Crash! Le bruit de verre brisé venant du couloir avait brisé le moment. Julien avait une arme à la main avant même que je n'enregistre le bruit. Il m'avait poussé derrière lui. « Restez ici. » Il s'était dirigé vers la porte, l'ouvrant en grand. Dans le couloir, une femme de ménage se tenait au-dessus d'un vase brisé, tremblante. Elle était jeune, nouvelle. « Je suis désolé, monsieur. J'ai glissé. » avait-elle pleuré en ramassant les débris. Julien avait baissé son arme, mais il ne s'était pas détendu. « Nettoyez ça, puis sortez. » Il s'était retourné vers moi. Le moment d'intimité avait disparu, remplacé par le soldat. « Retournez auprès des jumeaux. Verrouillez la porte. Ne l'ouvrez pour personne d'autre que moi ou Marcel. » J'avais hoché la tête et m'étais dépêché de sortir. En passant devant la femme de ménage, je m'étais arrêté. Elle frottait le sol en pleurant. Mais j'avais remarqué quelque chose. Ses mains tremblaient, oui, mais elle portait un bracelet, un épais bracelet en argent avec des breloques. Il tintait doucement à chacun de ses mouvements. J'avais froncé les sourcils. Je suis retourné à la chambre des enfants, mon esprit s'emballant. J'avais déjà vu ce bracelet. Où? J'étais entré dans la chambre des jumeaux. Ils dormaient toujours. Je m'étais assis sur le bord du lit, réfléchissant. Le restaurant, la nuit de l'empoisonnement. Une femme m'avait bousculé près de la station de service juste avant l'arrivée des Moretti.
Une femme dans un manteau lourd. Je me suis souvenu du son, le tintement des bollocks en argent. Mon sang s'était glacé. La femme de ménage n'était pas juste une femme de ménage. Je m'étais levé, mon cœur tambourinant. Je devais le dire à Julien. Je m'étais tourné vers la porte, mais la poignée avait lentement tourné. J'avais figé. Julien avait dit « Verrouillez la porte ». Je l'avais verrouillée. J'en étais sûr. Mais la serrure s'était ouverte de l'extérieur, une clé. La porte avait gémi en s'ouvrant. Ce n'était pas Julien. C'était la femme de ménage. Elle ne pleurait plus. Son visage était froid comme la pierre. Dans sa main, elle n'avait pas de pelle à poussière. Elle avait une seringue. « Chut !» avait murmuré Cécile, entrant dans la pièce et refermant la porte derrière elle. « Laissez les petits anges dormir. » Je m'étais reculé, me plaçant entre la femme et les lits de bébé. J'avais fouillé dans ma poche, je n'avais pas d'arme, je n'avais pas de couteau, mais j'avais le taser que Julien m'avait donné. « Sortez !» avais-je averti, ma voix tremblante mais forte. « Ne faites pas l'héroïne, serveuse !» avait ricané Cécile, levant la seringue. « Salazar payait mieux que Moretti. » Elle avait bondi. La seringue avait brillé dans la faible lumière de la chambre d'enfant. Un croc d'argent prêt à frapper. Je n'avais pas réfléchi. Réfléchir prenait du temps, et je n'en avais pas. J'avais agi par pur instinct terrifiant. Alors que la femme bondissait, j'avais jeté mon corps à gauche, percutant une chaise à bascule. Cécile, c'était son nom, je crois, avait lacéré l'air où mon cou se trouvait une seconde plus tôt. « Stupide fille !» avait sifflé Cécile, pivotant avec une précision militaire. « Je ne suis pas là pour vous. Bougez et vous vivrez. »« Non !» avais-je haleté, me relevant en vitesse, bloquant le chemin vers les lits où Léo et Sophie commençaient à s'agiter. Cécile avait bondi à nouveau, cette fois en attaquant avec un coup de pied. Sa botte avait atteint mon estomac. L'air avait explosé de mes poumons. Je m'étais plié en deux, suffocant, tombant à genoux. Le taser dans ma poche me semblait à des kilomètres. Cécile m'avait enjambé, se dirigeant vers le lit de Léo. Elle avait levé la seringue. Pas encore. Pas sous ma surveillance. J'avais laissé échapper un cri guttural, saisissant la cheville de Cécile et tirant avec toute la force que je possédais. Cécile avait perdu l'équilibre, s'écrasant la tête la première sur le tapis moelleux. La seringue avait volé de sa main, glissant sous la commode. « Salope !» avait rugi Cécile, se retournant et me frappant au visage d'un coup de poing. Des étoiles avaient explosé dans ma vision. Ma tête s'était projetée en arrière, le goût du cuivre dans la bouche. Cécile était sur moi instantanément, ses mains se refermant autour de ma gorge. La pression était immense. Des points noirs dansaient devant mes yeux. J'avais griffé le visage de Cécile, ses yeux, n'importe quoi. Mais la femme était entraînée. Elle était forte. « Je vais mourir », avais-je pensé. La pièce commençait à s'assombrir. Je vais mourir dans la chambre d'un milliardaire. Ma main s'était agitée sur le sol, mes doigts effleurant du plastique froid. Le taser, il était tombé de ma poche pendant la lutte. J'avais agrippé. Je n'avais pas l'angle pour viser. Je n'avais pas vérifié la sécurité. J'avais juste enfoncé l'objet à l'aveuglette sur le côté de la cage thoracique de Cécile et j'avais appuyé sur la gâchette. Zap! Crac! Le son avait été comme un coup de fouet dans la petite pièce. Cécile avait convulsé, son dos s'arquant violemment. Elle avait crié, un son aigu et perçant qui avait finalement réveillé complètement les jumeaux. Léo et Sophie avaient commencé à hurler. Cécile s'était effondrée sur le côté, tressautant, ses muscles se contractant. Je m'étais reculé, toussant, haletant, serrant le taser comme une bouée de sauvetage. J'avais rampé vers les lits, me plaçant entre l'assassin tordu et les enfants. « Papa !» avait crié Sophie. La porte avait explosé avec une telle force que le bois s'était brisé près des gonds. Julien Moretti se tenait là. Il ne ressemblait pas à un homme, il ressemblait à une catastrophe naturelle. Son âme était sortie, ses yeux balayant la pièce en une microseconde.
Il avait vu les jumeaux pleurer dans leur lit. Il avait vu la femme de ménage tressauter sur le sol. Il m'avait vu contusionné, saignant des lèvres, tenant un taser avec des mains tremblantes. « Claire !» avait crié Julien, bien qu'il soit le seul dans la pièce. Marcel et 2 autres gardes avaient inondé la pièce derrière lui. Le récit de Marcel, chef de la sécurité. J'avais suivi le patron, mon cœur battant la chamade. On était déjà sur les nerfs. La tension était palpable depuis des semaines. Puis ce coup de feu, putain, un coup de feu dans la nursery. J'avais vu Julien défoncer la porte. Il était différent, comme un ouragan. En entrant, j'ai balayé la pièce du regard, mes réflexes à vif. Les gamins hurlaient dans leur lit, leurs petits visages rouges et tremblants. Ensuite, la femme de ménage, Cécile, qui gisait sur le tapis, des spasmes la secouant. Elle avait une gueule d'ange, mais j'avais toujours eu un mauvais pressentiment à son sujet. Et puis, Marie, accrochée au montant du lit, les joues égratignées, une lèvre fendue d'où perlait un filet de sang. Ses mains tremblaient, mais elle tenait ce taser comme si sa vie en dépendait, ce qui était probablement le cas. Le patron ne m'avait même pas regardé. Son focus était total sur la scène. Les enfants en premier, puis Cécile. Enfin, Marie, avec un regard qui mêlait soulagement, effroi et une chose que je ne saurais pas nommer. Une rage froide s'était installée sur le visage de Julien. Il s'est déplacé avec une rapidité animale, son arme déjà rangée. C'était clair. La priorité était la survie, puis le châtiment. J'ai récupéré les enfants comme il l'avait ordonné. Sophie et Léo étaient terrorisés, mais en vie. Marie, elle avait encore une fois agi quand tous les autres auraient gelé. Cette femme était un mystère. Fin du récit de Marcel. « Prenez les enfants !» avait aboyé Julien à Marcel. « Emmenez-les à la chambre forte tout de suite. » Marcel avait ramassé les jumeaux en sanglots. Julien avait rangé son arme et s'était dirigé vers Cécile, qui tentait de ramper vers la porte. Il avait posé son pied sur sa main, durement. Un craquement écœurant avait résonné dans la pièce. Cécile avait gémi, toute velléité de combat disparue. « Emmenez cette ordure au sous-sol » avait ordonné Julien aux autres gardes. « Gardez-la en vie. Je veux savoir tout ce qu'elle sait. Je veux savoir qui est sa mère. Je veux savoir ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Ne la laissez pas mourir. » Les gardes avaient traîné la femme dehors. Julien s'était tourné vers moi. L'adrénaline m'avait finalement abandonné. Je m'étais effondré contre le mur, mes mains tremblant si fort que j'avais laissé tomber le taser. J'avais essayé de me lever, mais mes jambes étaient en coton. Julien était là en un instant. Il m'avait rattrapé avant que je ne touche le sol. J'ai arrêté. La seringue est sous la commode, avais-je murmuré, ma voix rauque à cause de l'étranglement. Chut, avait murmuré Julien. Il m'avait soulevé dans ses bras comme si je ne pesais rien. Il ne m'avait pas emmené à l'hôpital. Il ne m'avait pas emmené au quartier du personnel. Il m'avait porté le long du couloir jusqu'à l'aile principale, la zone interdite. Il avait ouvert la porte d'un coup de pied à une salle de bain massive, plus grande que tout mon appartement, recouverte de marbre noir. Il m'avait déposé sur le comptoir de la vasque. « Restez », avait-il commandé. Il avait fouillé dans l'armoire et avait sorti une trousse de premiers secours qui ressemblait plus à un sac de traumatologie de médecin de terrain. Il avait humidifié un chiffon avec de l'eau chaude et s'était placé entre mes jambes, inclinant doucement mon menton. « Elle vous a blessé », avait dit Julien. Ce n'était pas une question. Sa voix était basse, dangereuse, mais son toucher était incroyablement doux, alors qu'il essuyait le sang de ma lèvre. « Je vais bien », avais-je tressailli. « J'ai entendu le bracelet. C'était le même son. » Julien avait figé. « Le bracelet au restaurant », avais-je expliqué, mes yeux rencontrant les siens. La femme qui m'a bousculé. J'ai entendu les breloques quand la femme de ménage nettoyait. Je l'ai encore entendu. Julien m'avait regardé. Un mélange de stupéfaction et de fureur tourbillonnait dans ses yeux sombres.
Vous vous êtes souvenu d'un son d'il y a 3 semaines. Je remarque des choses, avais-je murmuré. Je dois le faire. Julien avait laissé tomber le chiffon. Il avait posé ses mains de chaque côté de mon visage, ses pouces caressant mes pommettes. L'intimité était électrique, soudaine et bouleversante. Vous avez sauvé mes enfants 2 fois, avait-il dit d'une voix rauque. Vous avez combattu un assassin de cartel entraîné avec un taser. Pourquoi? Parce que ce sont des bébés. Julien, ils sont innocents. Et vous, avait-il demandé, se penchant plus près, êtes-vous innocente, Marie? Ses lèvres étaient à quelques centimètres des miennes. Mon cœur battait contre mes côtes plus fort que quand je combattais Cécile. Je voulais combler l'écart. Je voulais ressentir la sécurité pour la première fois de ma vie. Patron! La voix de Marcel venant de l'embrasure de la porte avait brisé le moment. Julien s'était retiré, son masque de stoïcisme se remettant en place. Il s'était tourné pour faire face à son chef de la sécurité. « Parle » avait grogné Julien. « Nous avons craqué le téléphone de la femme de ménage » avait dit Marcel. Il semblait mal à l'aise. Il m'avait regardé, puis Julien. « Vous devez voir ça, patron. » Julien m'avait regardé une dernière fois, un regard de chaleur persistante avant de se diriger vers la porte. « Reposez-vous, Marie. Ne quittez pas cette pièce. » Il était parti. La porte s'était refermée. Je me suis assis sur le marbre froid, touchant ma lèvre enflée. Je me sentais en sécurité. J'avais tort. 1 heure avait passé. Je m'étais lavé le visage et j'avais arpenté la salle de bain principale. Le silence dans la maison était lourd, oppressant. Quand la porte s'était finalement ouverte, ce n'était pas Julien le protecteur qui était entré. C'était Julien le parrain. Sa veste était enlevée. Ses manches étaient retroussées. Il y avait une seule goutte de sang sur le col de sa chemise blanche qui n'était pas là auparavant. Mais ce sont ses yeux qui m'avaient terrifié. Ils étaient de glace, morts, vides. « Levez-vous » avait-il dit. « Julien, que s'est-il passé? Vous avez parlé? » « Levez-vous » Il avait saisi mon bras, pas gentiment. Il m'avait tiré du comptoir et m'avait fait sortir de la pièce. « Julien, vous me faites mal. »« Pas encore » avait-il murmuré. Il m'avait traîné dans le grand escalier, devant le personnel sidéré et dehors par la porte d'entrée. La pluie tombait d'averse maintenant, une tempête torrentielle qui martelait l'allée. Il m'avait poussé à l'arrière du SUV blindé et était monté à côté de moi. « Conduisez » avait-il dit au chauffeur. « Où allons-nous » avais-je crié, serrant mon ventre meurtri. Qu'est-ce que j'ai fait? Julien ne m'avait pas regardé. Il fixait droit devant lui la route glissante sous la pluie. Nous avons trouvé les SMS sur le téléphone de l'assassin, des messages coordonnant l'attaque, des mises à jour sur mes rotations de sécurité, des mises à jour sur moi. Alors, les messages venaient d'un numéro de Saint-Denis, avait dit Julien, sa voix tombant à un murmure terrifiant. Un numéro enregistré sur un téléphone prépayé jetable. J'avais senti un vide s'ouvrir dans mon estomac. Je ne sais pas ce que ça signifie. Julien avait lentement tourné la tête. L'expression de trahison sur son visage était déchirante. Le dernier SMS envoyé 5 minutes avant qu'elle n'entre dans la chambre des enfants disait « Champ libre, elle est dans la salle de bain. Faites-le maintenant. » J'avais secoué la tête. « Je n'ai pas envoyé ça. J'étais dans la salle de bain. »« Exactement, » avait claqué Julien. « Une seule personne savait que vous étiez dans la salle de bain à cet instant précis. Une seule personne aurait pu donner le signal pour vous contourner. »« Julien, s'il vous plaît, je l'ai combattu. »« Ou vous avez fait un spectacle, » avait-il froidement rétorqué. « Peut-être que vous avez eu froid aux yeux. Peut-être que vous vouliez un plus gros pot de vin. »« Non, » avais-je hurlé, « je ne leur ferai jamais de mal. » Nous verrons. Le trajet en voiture fut silencieux après cela, 30 minutes d'une appréhension suffocante. Ils s'enfoncèrent dans le quartier industriel de Saint-Ouen, s'arrêtant devant un entrepôt de transport abandonné. La voiture s'arrêta. Julien ouvrit la portière et me tira dehors sous la pluie. Il me fit marcher vers les portes métalliques rouillées. 2 gardes se tenaient dehors. Ils ouvrirent les portes. À l'intérieur,
L'entrepôt était caverneux et sentait la rouille et le béton humide. Au centre de la pièce, une ampoule unique pendait d'un fil. Sous la lumière, il y avait une chaise. Attaché à la chaise, battu, en sang et en pleurs, se trouvait Pierre. Pierre, avais-je hurlé, essayant de courir vers lui. Le bras de Julien s'était tendu, une barre d'acier sur ma poitrine, me retenant. « Marie! » Pierre leva les yeux à travers ses yeux gonflés. « Marie! Je suis désolé, je suis tellement désolé. » Je m'étais figé. « Pierre, de quoi tu parles? » Julien s'avança, tournant autour de la chaise comme un requin. « Dis-lui, Pierre, dis à ta sœur comment tu as payé ta dette de drogue. » Pierre sanglota, son corps tremblant. « Je ne savais pas. Ils ont dit qu'ils voulaient juste voler l'endroit. Ils ont dit qu'ils voulaient l'or. »« Tu leur as donné le plan, » dit Julien calmement. « Tu leur as donné les heures de changement de corps. Tu leur as dit que Marie était la nounou. Ils ont menacé de me tuer. » Pierre gémit. « Je devais 10 000 à Salazar, Marie. Ils ont dit que si je leur donnais les infos, la dette était effacée. Je ne savais pas qu'ils allaient me blesser les enfants. » Je sentis le monde basculer. Je tombai à genoux sur le béton mouillé. C'était vrai. Le SMS champ libre. Pierre devait me suivre. Je lui envoyais des messages tout le temps, juste pour lui dire que j'allais aux toilettes, puis que je vérifiais les enfants. Je lui avais envoyé ce message exact 1 heure auparavant. Il l'avait transféré à l'assassin. Mon frère, le garçon pour qui j'avais tant sacrifié, le garçon que j'avais sauvé de surdose 12 de fois. Il avait vendu 2 enfants pour un sachet de poudre. Julien sortit une arme de sa ceinture, un revolver noir mat. Il fit tourner le barillet, il s'approcha de moi et s'accroupit. Il pressa l'acier froid dans ma main. « Il est un risque, » murmura Julien à mon oreille. « Il a failli tuer mes enfants. Il vous a trahi. Tant qu'il respire, les Salazar ont un moyen de vous atteindre et, à travers vous, de m'atteindre. » Il se leva, me dominant. « Il meurt ce soir, Marie. La seule question est de savoir qui appuie sur la gâchette. » Julien désigna le garçon en sanglots sur la chaise. « Prouvez-moi que vous n'en faites pas partie. Prouvez votre loyauté. Finissez-le. » Je fixai l'arme dans ma main. Elle était lourde. Je regardais Pierre. Il ne suppliait même plus. Il avait juste l'air pathétique, brisé. « Marie, s'il te plaît, » murmura Pierre. « Tu as failli les tuer, Pierre, » dis-je, ma voix creuse. Des larmes coulaient sur mon visage, se mêlant à la pluie qui gouttait de mes cheveux. Léo et Sophie, ce sont des bébés. J'avais besoin de ma douce, pleura Pierre. J'en avais besoin. Julien m'observait, son visage illisible. Fais-le, Marie. Enlève le cancer. Sois libre. Je levai l'arme. Ma main tremblait violemment. Je la pointais sur la poitrine de mon frère. Je tirais le chien en arrière. Clic. Le son résonna dans l'entrepôt. Je fermai les yeux. Je pris une respiration. Je me retournai et pointai l'arme directement sur le cœur de Julien. « Non, » dis-je. Les gardes levèrent leurs fusils instantanément, 12 de points laser rouges apparaissant sur ma poitrine. Julien ne oscilla pas. Il ne cligna pas des yeux. Il regarda le canon de l'arme à quelques centimètres de sa poitrine, puis mes yeux en larmes et furieux. « Vous mourriez pour un toxicomane ?» demanda Julien doucement. « C'est mon frère, sanglotai-je. Il est malade, il est idiot, mais c'est mon sang. Si vous voulez sa mort, vous devrez passer par moi, tout comme l'assassin a dû passer par moi pour atteindre vos enfants. » Je m'approchai, pressant le canon contre la chemise coûteuse de Julien. « Je ne suis pas une tueuse, Julien. Je sauve des gens. C'est ce que je fais. Si vous ne pouvez pas voir la différence entre une erreur et la malice, alors tirez sur nous deux. » Le silence s'étira. La tension était assez épaisse pour s'y étouffer. Les doigts des gardes se resserrèrent sur leurs gâchettes. Julien me fixait. Pendant 10 secondes, personne ne respira. Puis, lentement, le coin de la bouche de Julien tressaillit. Il tenda la main, enroula sa main autour du canon de l'arme et l'abaissa doucement. Il fit un signe de l'autre main aux gardes.
Les points rouges disparurent. « Vous avez réussi le test, » dit Julien. « Quoi ?» halletai-je, l'arme glissant de mes doigts. « Si vous l'aviez tué, Tums, » dit Julien, sa voix grave, « j'aurais su que vous étiez assez froide pour travailler pour Salazar. Seul un psychopathe tue sa propre famille sans hésitation. » Il regarda Pierre, le dégoût évident sur son visage. « Marcel, patron, détachez-le, mettez-le dans la voiture. »« On le laisse partir ?» demanda Marcel, incrédule. « Non, » dit Julien, ses yeux se posant sur les miens. « On l'emmène à la clinique en Suisse, celle sécurisée. Il y restera jusqu'à ce qu'il soit propre. S'il part avant que les médecins ne le disent, alors vous le tuez. » Je laissai échapper un sanglot de soulagement, m'effondrant contre la poitrine de Julien. Il me rattrapa, m'enlaçant fermement, enfouissant son visage dans mes cheveux mouillés. « Vous êtes exaspérante, » murmura-t-il à mon oreille, « et vous êtes à moi. » Je levai les yeux. « Ça veut dire que je ne suis pas viré? » Julien sourit, le premier sourire sincère que je lui avais jamais vu. « Viré? Marie? Après ce soir, j'ai bien peur que vous ayez été promu. » « À quoi? » ?»« Au seul poste qui compte. » Mais avant qu'il ne puisse m'embrasser, avant que le moment ne se résolve, le téléphone de Marcel sonna. Marcel décrocha, écouta une seconde, et son visage devint pâle. « Patron, » dit Marcel, sa voix se brisant, « nous avons un problème. »« Quoi maintenant? » claqua Julien, me tenant toujours. « Le sous-sol, » dit Marcel. « Les gardes, ils sont morts. Gorge tranchée. » Julien se raidit. « Et la prisonnière, Cécile, partie, » dit Marcel. « Et patron, les images de surveillance montrent qu'elle ne s'est pas échappée. Quelqu'un l'a laissée sortir. » Julien me poussa derrière lui, son arme de nouveau à la main. « Qui? » Marcel déglutit difficilement. « Votre frère, Émile. » Le retour à Neuilly-sur-Seine fut un flou de pluie et de vitesse. Le SUV blindé dévalait l'autoroute à 180 km/h, aquaplanant sur des flaques qui auraient détruit une voiture moins solide. Julien était assis à l'arrière, rechargeant son revolver, son visage une masque de froide, terrifiante calcul. « Émile, » murmura-t-il, le nom ayant un goût de cendre dans sa bouche. « Mon propre frère. »« Pourquoi ferait-il ça ?» avais-je demandé, serrant le siège en cuir. Je tremblais encore de l'entrepôt, de l'âme que j'avais failli tirer, de la révélation de la trahison de Pierre. « Parce qu'il me croit faible, » dit Julien, claquant le barillet. « Il pense qu'avoir des enfants m'a ramolli. Il pense que le deuil de ma femme m'a rendu vulnérable. Il veut le trône et il était prêt à utiliser les Salazar pour le vider. » Il me regarda. La chambre forte est conçue pour résister à une bombe. Mais Émile a conçu les codes de sécurité. S'il désactive le verrou, il ne termina pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Quand ils déboulèrent devant les grilles de la propriété, la scène était le chaos. Les lumières du périmètre étaient éteintes. La porte d'entrée était grande ouverte. « Restez dans la voiture » avait ordonné Julien. « Non » avais-je dit, ouvrant ma porte. « Ce sont aussi mes enfants là-dedans. » Julien me regarda vraiment et hocha la tête une fois. « Restez derrière moi. Si je tombe, vous prenez l'arme et vous finissez le travail. » Nous entrâmes dans la maison comme des fantômes. Le couloir était sombre, éclairé seulement par les éclairs à travers les hautes fenêtres. Des corps de gardes loyaux étaient éparpillés sur le sol de marbre. Nous entendîmes des voix venant de la bibliothèque, l'entrée du coffre-fort. Julien fit signe de se taire. Nous nous rapprochâmes. Émile Moretti se tenait près de la porte cachée de la bibliothèque, tapant furieusement sur un clavier. Il ressemblait à Julien, mais plus aiguisé, plus affamé. À côté de lui se tenait Cécile, l'assassin, soignant sa main cassée et tenant un pistolet silencieux. « Ouvre-le » siffla Cécile. « Nous n'avons pas le temps. Julien va revenir. »« J'essaie » claqua Émile. « Il a changé le cryptage. Ce bâtard paranoïaque. »« Si nous ne pouvons pas l'ouvrir, nous brûlons la maison » suggéra Cécile froidement.
les faire sortir par la fumée. Mon souffle se coupa. La fumée, la ventilation. Le coffre-fort avait une alimentation en air indépendante, mais les bouches d'admission étaient situées dans le jardin. S'il les bloquait, Julien sortit des ombres. « Bonjour, Émile. » Émile se retourna, cherchant son arme, mais Julien fut plus rapide. Il logea une balle dans l'épaule d'Émile avant même que son frère ne puisse lever le bras. Émile cria, lâchant son arme et tombant contre l'étagère. Cécile leva son arme, mais Julien changea de cible instantanément. Bang! Cécile s'écroula, un seul tir net à la poitrine. La menace de l'assassin avait disparu. Mais Émile riait toujours. Il serrait son épaule ensanglantée, glissant au sol, un sourire maniaque sur son visage. « Tu ne peux pas me tuer, Julien, » haleta Émile. « Je suis ton sang. »« Tu as perdu ce droit quand tu as ciblé mes enfants, » dit Julien. Il s'avança, l'arme pointée sur la tête de son frère. « Vas-y, » Émile cracha. « Tire sur moi, bestie, mais tu ne les feras jamais sortir. J'ai déclenché le protocole de confinement avant que tu ne me tires dessus. La porte est scellée. Le minuteur est réglé pour purger l'oxygène en 10 minutes, à moins que je n'entre les données biométriques. Tu me tues, tu les tues. » Julien se figea. Le protocole de confinement. C'était une sécurité contre les intrusions. Si le système détectait une intrusion, il scellait la pièce et nettoyait l'air pour éviter les attaques au gaz. Seul l'administrateur principal pouvait l'arrêter. Émile était l'administrateur. « Entre le code !» grogna Julien, pressant l'arme sur le front d'Émile. « Non. » Émile sourit, les dents rouges de sang. « Je veux te regarder supplier. Je veux que tu saches que ta faiblesse, ton amour pour ces gosses, c'est ce qui les a tués. » La main de Julien trembla. Il ne pouvait pas tirer. S'il le faisait, Léo et Sophie étoufferaient. Je m'avançai. « Il ment, dis-je. » Les yeux d'Émile se posèrent sur moi. « Qui est-ce? » »« L'aide. »« Je suis la nounou, dis-je, ma voix ferme. » Je passai devant Julien, droit vers Émile. « Marie, reculez, » avertit Julien. « Il ment, Julien, » répétai-je, fixant l'homme en sang. J'ai été dans cette pièce. J'ai vérifié les spécifications. La purge d'oxygène ne se fait pas à minuterie. Elle se fait sur un capteur. Je m'agenouillai, mon visage à quelques centimètres de celui d'Émile. Vous n'attendez pas qu'il meure, Émile. Vous gagnez du temps. Vous attendez du renfort. Le sourire d'Émile vacilla. Comment une serveuse saurait ça, ricana-t-il. Parce que, dis-je, fouillant dans ma poche et en sortant la carte noire que Julien m'avait donnée cette première nuit. Je fais mes devoirs. Je me tournai vers Julien. Tirez-lui dessus. Si vous vous trompez, murmura Julien, l'arme tremblant. Je ne me trompe pas, peu. Il bluffe. Il veut vous faire parler jusqu'à ce que ces hommes arrivent. Regardez sa montre. Il la consulte sans cesse. Julien regarda. Émile jeta un coup d'œil à son poignet instinctivement. C'était le signe. L'expression de Julien se durcit comme du granit. « Adieu, mon frère. »« Attendez, non, je peux l'arrêter, » hurla Émile, la bravade s'écroulant. Bang! Le coup résonna dans la bibliothèque. Émile Moretti s'écroula au sol, le silence le revendiquant. Julien resta là une seconde, l'arme fumante à son côté. Puis il se précipita vers le clavier. Il tapa son propre code. Accès refusé. « Marie !» Julien se tourna vers moi, la panique montant. « Ça ne s'ouvre pas. »« Poussez-vous, dis-je. » Je le repoussai. Je ne tapais pas de code. J'atteignis sous le clavier et arrachai le boîtier en plastique. Des fils sortirent. « Pierre m'a appris à shunter une boîte à fusibles, » murmurai-je, mes doigts travaillant vite. « Le verrou est électronique. Si je court-circuite, les aimants se désengagent. »« Vous allez griller le système, » dit Julien. « C'est le but. » Je saisis 2 fils dénudés. « Ça va piquer. » Je rapprochai des fils. Une gerbe d'étincelles tomba, brûlant le bout de mes doigts. Je criai mais ne lâchai pas. Il y eut un claquement fort, une odeur d'ozone, puis un bruit sourd. Le lourd mécanisme de verrouillage gémit. Julien saisit la poignée et ouvrit la lourde porte en acier.
À l'intérieur, blottis dans le coin sous une couverture, se trouvaient Léo et Sophie. Ils pleuraient, terrifiés mais vivants. Leurs lèvres étaient roses. « Papa !» Ils coururent vers lui. Julien tomba à genoux, les ramassant, enfouissant son visage dans leur cou, respirant leur odeur. Il les serra si fort que cela semblait douloureux, se balançant d'avant en arrière. Je m'appuyais contre l'encadrement de la porte, suçant mes doigts brûlés. Les regardant, un sourire effleura mes lèvres. Julien leva les yeux. Ses yeux étaient humides. « Vous nous avez sauvés, » dit-il. « Encore? C'est le travail. » J'haussai les épaules, bien que ma voix fût empreinte d'émotion. Julien se leva, un enfant dans chaque bras. Il s'approcha de moi. Il ne dit rien d'autre. Il se pencha et pressa son front contre le mien. « Non, murmura-t-il, ce n'est pas un travail, c'est une vie. » 6 mois plus tard, le Lys doré avait une nouvelle direction. L'ancien gérant, Gérard, avait été viré pour des violations des codes sanitaires. À la table d'angle, une famille mangeait. Julien Moretti était assis en bout de table, détendu, riant à quelque chose que son fils avait dit. Léo mangeait des pâtes avec entrain. Sophie dessinait sur une nappe en papier. Et assise à côté de Julien, non plus en uniforme, mais dans une robe de soie qui correspondait au bleu de ses yeux, se trouvait Marie. « Marie, regarde !» Léo brandit d'un morceau de brocoli. « Je mange les arbres. »« Bien joué, mon grand. » Je souriais, essuyant une tache de sauce sur son menton. Je jetais un coup d'œil à Julien. Il me regardait, ce regard intense et protecteur, ne vacillant jamais. Il tendit la main sous la table et prit la mienne, son pouce traçant la cicatrice légère sur mon doigt où la brûlure électrique avait guéri. « Êtes-vous heureuse ?» demanda-t-il doucement. Je regardais les jumeaux, en bonne santé et en sécurité. Je pensais à Pierre, 6 mois de sobriété et travaillant dans un ranch de chevaux en Suisse, entièrement payé par la Bourse Moretti. Je serrai la main de Julien. « Oui, oui, dis-je, je peux enfin respirer. » Julien sourit, leva son verre d'eau pétillante et porta un toast. « À la respiration, dit-il, je trinquai mon verre contre le sien. À la respiration. Aujourd'hui, qui sait, parfois je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me dis que j'ai fait une erreur, que j'ai vendu une partie de mon âme pour cette sécurité, cet homme, appartenance étrange. Il y a toujours une ombre qui plane sur la maison. Les cicatrices vont là, visibles et invisibles. C'est ma vie, pleine de cicatrices et de moments inattendus. Est-ce que c'est ce que je voulais? Je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai. Et vous, qu'auriez-vous fait? Est-ce qu'on peut vraiment pardonner à quelqu'un qui a failli tout détruire? Je ne suis pas sûr, mais je respire. Et c'est déjà beaucoup.